Bonsoir Bernard Guetta. Bonsoir. Merci d'être là. Eurodéputé Renew, le groupe politique d'Emmanuel Macron qui siège au Parlement européen de Bruxelles avec d'autres députés européens. On va parler de la Hongrie. L'histoire se joue aussi en Europe ce soir, mais on commence avec l'Iran. L'histoire ne se joue pas, elle s'est jouée. L'opposition aurait 17 points d'avance sur Viktor Orban. Et peut-être, je dis bien peut-être, une majorité des 2/3 au Parlement. Et vous nous direz en quoi? Mais ça, c'est des change tout. estimations. C'est les estimations. Sur avec une participation record. C'est pas un sondage. L'annonce C'est les choc estimations sorties des urnes. dans l'actualité aujourd'hui, elle vient de Washington. C'est Donald Trump qui annonce un blocus naval américain au large du détroit pour empêcher tous les bateaux, dit-il, en tout cas tous ceux de ses ennemis, d'entrer et de sortir du détroit. On a peu de détails. On ne sait pas si certains bateaux pourraient passer ou pas, notamment les pays du Golfe. On nous disait tout à l'heure que c'est une forme de prise de judo pour essayer de mettre la pression sur Téhéran sur les questions économiques, comme les Iraniens l'ont fait avec le détroit d'Ormuz, la crise économique mondiale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que Donald Trump reprend la main ou que pas du tout, cette annonce va faire qu'empirer la situation? Je crois que c'est de la gesticulation politique. Donald Trump veut dire « je maîtrise la situation ». Ce ne sont pas les Iraniens qui règlent la situation dans le Golfe Persique et le détroit d'Ormuz. C'est moi, c'est l'Amérique, c'est ma puissante, si belle, la plus belle du monde, a-t-il dit, marine américaine. Mais qu'est-ce que ça change en vérité? Qu'est-ce que ça change? Je ne le vois pas. En revanche, je vois que Donald Trump est en train de se ridiculiser un peu plus, car il fait n'importe quoi avec ce blocage du détroit. Car hier, c'était les Iraniens les coupables qui empêchaient la libre circulation dans un détroit par définition aujourd'hui, le contre-blocus, international. Et aujourd'hui, c'est Donald Trump. Premièrement. Elle n'est pas rationnelle pour vous, cette annonce? Écoutez, si la gesticulation politique et l'esbrouf relèvent de la rationalité, et en partie elle relève de la rationalité, en tout cas d'une volonté politique, oui, il y a une rationalité, mais cette rationalité est accablante en vérité pour ce président américain qui, de surcroît, menace la Chine de 50% de droits de douane si elle continuait, parce que c'est déjà le cas, si elle continuait à aider militairement les États-Unis. Alors, écoutez, pardonnez-moi, l'Iran. Alors écoutez, petit retour en arrière, il y a quelques mois, déjà Donald Trump voulait imposer des droits de douane, pas 50%, mais très élevés à la Chine. Et la Chine est restée parfaitement calme et a dit dans ces conditions, vous n'aurez plus de terres rares parce que nous en empêcherons l'exportation vers les États-Unis. Et Donald Trump avait reculé précipitamment, très, très précipitamment. Alors là, que vont faire les Chinois? De nouveau, ils vont répondre du tac au tac. Et de nouveau, il est probable que Donald Trump recule. Non, cet homme fait absolument n'importe quoi. Y compris hier à Islamabad, J.D. Vance, une trêve et des négociations assez historiques, puisque pour la première fois depuis 1979, ils se sont vus directement, les Iraniens et les Américains, pour ne pas aboutir, certes. Qui est en position de force Là, aujourd'hui? je dirais que hier, ce n'est pas tellement Donald Trump qui a fait n'importe quoi que J.D. Vance, le vice-président, qui a joué un coup politique. Il était accusé, à juste titre, c'était connu, d'avoir été très réticent ici, jamais opposé, mais d'avoir été plus que réticent à cette intervention des États-Unis en Iran. Donald Trump l'envoie, ce qui était très, très désagréable, compliqué pour lui, négocier avec les Iraniens, eh bien, il prend la position extrêmement dure vis-à-vis des Iraniens. Peut-être encore plus dure que celle qu'aurait souhaité Donald Trump. Je n'étais pas dans le bureau ovale, je n'ai pas écouté les conversations téléphoniques, mais on peut vraiment le supposer. Pensez qu'il a fait exprès de faire capoter ses... Écoutez, capoter, moi je ne dirais pas capoter, je ne crois pas qu'elles aient déjà capoté. Elles peuvent reprendre. En tout cas, c'est une possibilité. En tout cas, c'est évidemment une possibilité. Et Donald Les Iraniens sont peut-être un peu plus souples que ce qu'ils décrivent dans leur communiqué.
tout le monde est beaucoup plus souple que ce qu'ils au pluriel, décrivent dans les communiqués. Et remarquons que Donald Trump lui-même a déclaré qu'il y avait eu, je me souviens plus du verbatim, mais enfin l'idée qu'il y avait eu des progrès importants sur des points importants, mais que tout avait capoté, bloqué sur la question du nucléaire. Et là, je suis très surpris, parce que les Américains, enfin Donald Trump, n'arrête pas de dire il faut un engagement des Iraniens à ne jamais développer l'arme nucléaire. Or ça, c'est absolument comique, parce que s'il y a 20 ans que les Iraniens disent qu'il y a une fatwa leur interdisant de développer l'arme nucléaire et que jamais, au grand jamais, ma main sur la tête, ma main sur le cœur, je ne vais développer l'arme atomique. Donc, s'il s'agit de leur faire répéter ça, écoutez, vous comprenez, c'est comme faire rouvrir le détroit d'Ormuz. Il était ouvert avant l'intervention américaine. Il y a un cessez-le-feu jusqu'au 21. Qui a le plus à perdre à briser ce cessez-le-feu aujourd'hui? Puisqu'il est très menaçant à nouveau ce soir, Donald Trump. Écoutez, les deux auraient considérablement à perdre, parce que les Iraniens, enfin le régime iranien tient, mais il ne peut pas tenir éternellement. Un jour ou l'autre, et plutôt dans 1 mois, 2 mois que dans 6 mois, leur stock de missiles et de drones sera épuisé, même si les Chinois, les Russes leur en envoient quelques-uns. Écoutez, ils seront dans une situation militaire très difficile. Ne parlons pas de la situation économique, ne parlons pas de la situation politique. Et de l'autre côté, pour Donald Trump, plus on s'approche des élections de mi-mandat en novembre, mais on s'en approche vraiment beaucoup, parce que l'été, ça ne va pas considérablement compter dans le calendrier politique. En fait, on y est déjà. Enfin, en tout cas, on est à la veille de ces élections. Plus il s'en approche, moins Donald Trump peut se permettre d'être toujours dans une situation de conflit non résolu, avec des prix du pétrole continuant à augmenter. Donc le temps presse pour lui. Et donc des prix du pétrole continuant à augmenter, y compris à la pompe américaine. Je voudrais qu'on dise un mot du Liban. Une image qui nous est parvenue du sud du Liban, c'est celle de Benjamin Netanyahou, qui a décidé de se rendre au Liban aux côtés des forces israéliennes. Vous l'apprenez. Et donc c'est déjà tout un message. On est quelques jours avant les négociations israéliennes avec le gouvernement libanais. Et Benjamin Netanyahou a accepté de sortir les bombardements sur Beyrouth, en tout cas d'arrêter. Il les a interrompus. Voilà. Oui. Qu'attendez-vous? Mais il est allé aux côtés des forces israéliennes en territoire libanais? Parce que j'ai pas vu la formation. En tout cas, et je vais regarder ça, il a publié une vidéo dans laquelle il rend visite aux troupes dans le sud du Liban. Ah, dans le sud du Liban? Donc en territoire libanais. Oui, alors ça, c'est absolument énorme pour un chef de gouvernement qui a un rôle de chef d'État en Israël, parce que le président de la République en Israël, qui est le chef d'État, inaugure les chrysanthèmes, comme on disait, sous la 4e République. Donc il est le numéro 1 de son pays. Il s'introduit, je prends le mot à dessein, il s'introduit dans un pays étranger sans y avoir été invité, à la veille de négociations directes entre son pays et le Liban, à Washington, avec la médiation des États-Unis. C'est un geste d'une agressivité stupéfiante. On peut attendre quelque chose de ces pourparlers avec les responsables du gouvernement de Joseph Aoun pour désarmer le Hezbollah? On ne peut pas l'exclure pour 2 raisons au moins. La première, c'est que Donald Trump tiendrait beaucoup à leur succès, parce qu'il pourrait se targuer d'avoir arrêté une guerre de plus. Vous savez, il en est à 240 guerres qu'il a arrêtées. Mais celle-là, ce serait plus sérieux. Deuxièmement, le malheureux Liban aurait bien besoin que ce conflit, cette agression incroyablement violente et illégale, totalement illégale, s'arrête. Et troisièmement, une grande partie de la population et des forces politiques libanaises sont extraordinairement hostiles au Hezbollah, peut-être plus encore, ou en tout cas à égalité avec Israël. Et donc, oui, beaucoup de forces convergent vers la possibilité.
Parce que pour l'instant, c'est vrai elle n'arrête que pas de l'Europe le et la faire. France Elle n'arrête ne pas baissent de le pas du tout au faire. Moyen-Orient. Elle n'arrête Mais sur pas. quoi peut porter la négociation? Parce que le point clé, c'est quand même le désarmement de cet État dans l'État qui est constitué par le Hezbollah. Le reste, ou alors les Israéliens se retirent et puis on reste comme on était. Alors écoutez, d'abord, l'agression en cours d'Israël contribue très largement au désarmement du Hezbollah. Oui. Évidemment que oui, parce que quand même les cibles principales, pas uniques malheureusement, scandaleusement, mais les cibles principales de l'armée israélienne, sur les centres militaires, c'est le Hezbollah. Et deuxièmement, Israël et le gouvernement de Benjamin Netanyahou auraient un intérêt formidable à revenir de ces négociations avec une reconnaissance de fait, bientôt suivie d'une reconnaissance déjurée d'Israël par le Liban. Alors là, il y a un enjeu, évidemment, qui n'est pas dit pour l'instant, parce que le gouvernement libanais, les autorités libanaises ne pourraient pas se rendre, ouvrir ces négociations avec Israël si cette reconnaissance était sur la table. Mais tout le monde sait bien qu'elle l'est. Alors, l'histoire, on le disait, se joue ce soir aussi au cœur de l'Europe, en Hongrie. Manifestement, vous nous le disiez, une nette avance, mais il faut rester prudent avec l'annonce officielle des résultats pour Peter Magyar, donc le grand adversaire de Viktor Orban. Expliquez-nous pourquoi elle est fondamentale pour nous Européens, cette élection. Ben écoutez, elle est fondamentale pour deux raisons. D'une part, parce que le gouvernement hongrois, j'allais dire sortant, oui, très probablement sortant, celui de M. Orban, bloque maintenant depuis de longs mois et très brutalement depuis plusieurs semaines toute l'aide européenne à l'Ukraine. Or, aider l'Ukraine pour les pays européens, c'est d'un intérêt absolument vital, non pas seulement moral, mais militaire et politique, dans la mesure où si le président russe emportait la partie en Ukraine, eh bien tout simplement, ses armées seraient aux frontières de l'Union européenne, premièrement. Et deuxièmement, il serait fortement encouragé d'aller tester les réactions d'une Europe largement privée de parapluies américains en Estonie, en Lettonie, peut-être même en Lituanie. Et puis, il y a une deuxième raison, c'est que Viktor Orban avait été, on l'oublie, mais avait été l'inventeur des nouvelles extrêmes droites, celles qui s'affirment dans beaucoup de pays européens, si ce n'est dans la totalité des pays européens, et celle qui a gagné la partie aux États-Unis avec Donald Trump. Avec un J.D. Vance qui est venu soutenir à Budapest Viktor Orban. Voilà. C'est un drapeau pour l'extrême droite européenne. C'est un drapeau. Souvenons-nous qu'il y a quelques jours encore, Madame Le Pen était à Budapest pour soutenir Viktor Orban. Avec souvenons-nous, Geert Wilders, le néerlandais, Matteo Salvini, l'italien. Toutes les grandes figures des nouvelles extrêmes droites européennes. Et souvenons-nous que notre Rassemblement national siège avec les députés de Viktor Orban dans un même groupe politique au Parlement européen. Ça veut dire que si ça se confirme... Parce qu'on a l'image précise, c'est Budapest. Le peuple hongrois est pro-européen, en fait, ou devient en tout cas, passe de ce côté-là. Écoutez, moi j'ai toujours pensé qu'il l'était très largement. Simplement, il votait Orban non pas par hostilité à l'Union européenne. Et d'ailleurs, Orban ne s'est jamais déclaré hostile à l'Union européenne. Bon. On se comprend, bien entendu. Mais il ne s'est jamais déclaré formellement hostile à l'Union européenne. Non, les Hongrois, ou du moins une majorité de Hongrois, votaient jusqu'à présent pour Viktor Orban pour deux raisons. C'est qu'il y avait une politique sociale très développée, très développée, notamment d'aide aux familles, et aux familles nombreuses en particulier. Et d'autre part, il était, l'incarnation d'un traditionnalisme qui rassurait beaucoup de gens en Hongrie, comme
ce traditionnalisme rassure beaucoup de gens dans tous les pays du monde, en Europe et aux États-Unis, et sur bien d'autres continents. Alors que l'on découvre en direct de Budapest ces images des supporters du camp de Peter Magyar, donc qui, selon les premières estimations, on va rester très prudent, il y a une mobilisation massive dans les grandes villes, et c'est vrai que les grandes villes étaient plutôt hostiles à Viktor Orban, contrairement aux campagnes, arriveraient largement en tête. Restons prudents. Peut-être qu'il y aura des irrégularités, des contestations, mais il y a même des drapeaux européens qui sont brandis dans cette foule. Je sais qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais quand dans les estimations, il y a 17 points d'avance... On peut se permettre. On peut se permettre. C'est une victoire contre les ingérences aussi. Les ingérences russes, les ingérences américaines. Eh bien, écoutez, Viktor Orban avait cette caractéristique tout à fait étonnante d'être soutenu comme l'AfD en Allemagne ou comme le Rassemblement national en France, à la fois par Donald Trump et Vladimir Poutine, à la fois par le Kremlin et par la Maison-Blanche. Eh bien, c'est ce soutien, ce double soutien... qui est battu, en bref. Qui a été condamné. Donald Trump qui avait même promis une aide financière si Orban gagnait. Voilà, et Jill Evans, le vice-président, il y a 3 jours ou 4 jours, au début de la semaine, était à Budapest pour le soutenir. Je voudrais vous entendre justement sur toutes ces ingérences. Est-ce que l'Europe est à la hauteur de la réponse ? Est-ce qu'elle n'est pas un peu trop naïve ? Il y a eu un récent scandale de collusion avec Moscou. C'est le ministre hongrois des Affaires étrangères qui renseignait directement Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires russes. Il a dit, mais attendez, je suis dans mon rôle de ministre des Affaires étrangères, voilà, le go-between, l'intermédiaire, mais est-ce que vis-à-vis de la Hongrie, certes, l'Europe a sanctionné, elle n'a pas été trop laxiste, trop gentille ? Elle a été trop longtemps, trop longue à se montrer sévère. Mais elle se montre sévère maintenant depuis 2-3 ans, et très sévèrement, puisque les subventions européennes, les contributions européennes au budget de la Hongrie sont bloquées. Mais est-ce que l'Europe aurait pu l'empêcher, par exemple, d'importer du gaz russe ? Il n'y a plus de gaz importé en Europe. Non, légalement, non. L'Union européenne aurait pu dire, dans ces conditions, vous ne faites plus partie de l'Union européenne. Mais pour faire sortir un pays de l'Union européenne, il faut l'unanimité. Et l'unanimité, donc, y compris la voix de la Hongrie. Votre point de vue, vous qui siégez à Bruxelles, cette règle, il n'est pas temps de la changer en matière de politique étrangère, l'unanimité avec un veto hongrois qui a fait que, jusqu'à ce soir, l'aide, le prêt de 90 milliards n'est pas possible parce qu'il a mis son veto. Il est 9000 fois temps de la changer. Le problème, c'est que pour changer... Il faut l'unanimité. Il faut l'unanimité. Alors, il faut en sortir d'une autre manière. Il faut en sortir d'une autre manière, et qui est d'instituer des majorités ad hoc pour des politiques étrangères spécifiques, et d'instituer... Avec des coalitions de volontaires, en gros. Absolument. Avec des positions... oui, tout à fait, prise par des groupes de volontaires, et d'instituer en deuxième lieu, de promouvoir, parce que c'est déjà là, des accords entre les principales puissances européennes et des puissances extérieures à l'Union européenne, comme le Canada, comme la Grande-Bretagne. Comme l'a demandé le Premier ministre canadien, qui a fait un long discours très éloquent. Exactement. Et comme y œuvre à la fois, ensemble, le Premier ministre britannique et le Président de la République. Notre Président, Emmanuel Macron, et M. Starmer à Londres sont véritablement la locomotive de cette évolution. Alors, est-ce que c'est une très bonne nouvelle pour l'Ukraine ? C'est une très ça se confirme toujours. C'est confirmé, et ça va se confirmer. Et oui, évidemment que c'est une très bonne nouvelle. L'aide, juridiquement, va se développer. Le prêt va être débloqué, pas en 3 jours. Hein. Il y a une procédure longue. Mais le simple fait que la perspective du déblocage arrive, change considérablement les choses. Puis n'oublions pas une chose, c'est qu'en même temps, les Russes non seulement stagnent sur le front,
mais recule. Alors Oui. recule, pas spectaculairement, c'est pas une débandade de la Russie, mais quand même, il est psychologiquement pour les Ukrainiens formidable de voir les troupes russes reculer. Champagne jusqu'à Kiev ce soir. Je voudrais essayer de comprendre quel est le poids de cette élection, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent en Europe. Il y a en France, il y a l'Espagne, il y a la Pologne, c'est très important. Et puis il va y avoir l'Italie en 2027, il y a beaucoup d'élections. L'Autriche, si vous me permettez. L'Autriche également. Est-ce que ce qu'a appelé Emmanuel Macron l'international réactionnaire a du plomb dans l'aile, alors qu'on connaît ses moyens, Elon Musk aussi, à favoriser à coup d'algorithme Viktor Orban et d'autres en Europe. Est-ce que cet échec de Viktor Orban peut faire tache d'huile en Europe? Écoutez, tache d'huile, je n'irai pas jusque-là, je ne le sais pas encore et je crois que personne ne le sait encore, parce que le succès ou la progression des extrêmes droites en Europe a des racines et des causes extraordinairement profondes et qui ne seront pas balayées par le résultat spectaculaire et très positif à mes yeux de ces élections hongroises. Mais oui, effectivement, c'est certainement un démenti populaire cinglant aux thèses de cet international réactionnaire. Maintenant, la grande Peter Magyar est un vrai Européen? Pas en douter? Complètement. Vous l'avez rencontré? Alors, ce n'est pas ça, du tout... Ça tend à montrer aussi que pour battre l'extrême droite, peut-être qu'il vaut mieux quelqu'un de droite. Je le pense. Puisque là, c'est pas un virage à gauche de la Hongrie. Mais puisque Peter Magyar, pour nos téléspectateurs, Peter Magyar a même été dans le gouvernement de Viktor Orban. Pas dans le gouvernement, mais dans le parti, dans la coalition, dans le parti Fidesz. Puis il a des thèses conservatrices en politique intérieure. Mais c'est un conservateur. C'est un conservateur déclaré, je dirais presque militant. Mais c'est un conservateur comme l'est M. Merz en Allemagne. C'est-à-dire évidemment partisan de la démocratie et évidemment partisan d'un renforcement de l'unité européenne, et cela va se voir. Bien entendu, cela va se voir. Et un partisan du soutien à l'Ukraine, même s'il n'en a pas fait un cheval de bataille dans sa campagne. Il a mené campagne... Sur les thèmes intérieurs, plutôt. Sur les thèmes sociaux, économiques et la corruption. Mais il soutient l'Ukraine. Oui, bien sûr. Et on a créé Russie dehors dans ces meetings. Ça montre aussi que parce qu'il y a une crainte qui s'était installée, c'est qu'une fois que l'extrême droite est au pouvoir, elle y reste. Par un biais ou par un autre, parce qu'elle mène une politique populaire, ou parce qu'elle truque un peu les institutions, elle contrôle la presse. C'est pas complètement faux, parce qu'elle y est restée 16 ans. Elle y est restée 16 ans au pouvoir. Oui, mais à la fin des fins, ils sont quand même tombés. Mais à la fin des fins, ils sont complètement tombés. À la fin des fins, à Rome, Mme Mélanie a perdu son référendum. A perdu un référendum. Et il n'est pas... ce n'est pas dans tous les pays européens qu'on assiste, de l'Union européenne, je veux dire, qu'on assiste à des triomphes de l'extrême droite. Mais en revanche, quand on voit qu'aujourd'hui, le parti de Nigel Farage au Royaume-Uni devient le principal, devient le premier parti, quand on voit qu'en Autriche, les libéraux, qui ne sont pas du tout des libéraux, mais des gens d'extrême droite, maintenant, au CICI, tiennent le premier rang dans les sondages, quand on voit la progression spectaculaire dans certains des Länder allemands de l'AfD, vraiment spectaculaire dans certains des Länder, écoutez, il faut rester prudent sur la défaite d'Orban dans toute l'Europe. Absolument. Dernière question, rapidement. Est-ce qu'on peut tirer de la campagne de M. Magyar une leçon pour les gens qui souhaitent que l'extrême droite ne gagne pas en France? Est-ce qu'il y a une manière de faire ou des thèmes qu'il a mis en avant? Magyar, vous savez que Magyar, par parenthèse, ça signifie hongrois. Oui, ça veut dire hongrois. Oui. C'est comme le général de Gaulle en France. C'est très, très frappant. Mais Magyar a joué dans sa campagne le rassemblement de toutes les forces d'opposition, démocratiques. Donc le rassemblement, c'est une des conditions. Et derrière lui. C'est-à-dire que véritablement, il y a eu le bloc des démocrates contre le bloc des illibéraux corrompus et vendus à Moscou. Ouais. Ben on en tire une leçon déjà. On verra ce qu'il en est pour les autres scrutins. Merci infiniment. Merci à vous. Merci Bernard Guetta d'avoir été des nôtres dans Tout est politique.